sommes aujourd'hui au camp de Cangeworth, un des plus grands camps d'entraînement d'Europe, situé à une centaine de kilomètres au nord de Toulon. Notre visite est consacrée au 68e régiment d'artillerie d'Afrique, qui a l'avantage de présenter des nouveaux matériels, notamment le César, le PVP, ainsi qu'un drone nommé le DRAC. DRAC, le drone de reconnaissance au contact, offre une nouvelle capacité de renseignement et d'anticipation à l'armée de terre. Véritable jumelle volante, il éclaire la zone d'action en identifiant une présence ennemie, en évaluant l'efficacité des tirs ou encore en surveillant une ligne de confrontation. Rapide à mettre en œuvre, facile d'emploi et d'un encombrement réduit, il trouve dans le PVP son vecteur idéal. En effet, puissant et mobile, le PVP dispose d'un habitacle spacieux et modulaire qui accueille aisément les matériels ainsi que les deux personnels nécessaires à l'utilisation du système. De plus, son nouveau type de blindage leur garantit un niveau de sécurité élevé face aux nouveaux risques des zones de combat. 11,30. 11,30, ok, ça marche. Moteur droit 13,80. Par contre, il y a quelques gouttes, hein. Moteur gauche 13,80, moteur droit 14. Ok, ça marche. Faut faire gaffe, il est coincable. Il y a quelques gouttes sur l'axe. Pour l'instant, le moteur gauche il est à 90%, le moteur droit 91%. Okay, et le pod? Et le pod il est à 90%. Ok, ça marche. Ok, on passe le point P3. C'est ça, il va en phase du point P4. Ok, ça marche. Je rallume. L'armée de terre est en pleine évolution et une nouvelle unité a été créée, la batterie de renseignement brigade. Celle-ci met en service deux nouveaux matériels, le DRAC et le PVP. Est-ce que l'adjudant Henri, qui appartient à la ROIM, peut nous donner quelques précisions sur cette nouvelle unité et sur la batterie de renseignement brigade? Oui, alors apparemment je parlais du drone de renseignement au contact, Oui. Qui est un moyen d'observation d'une portée maximum de 10 km. C'est en pleine évaluation, je crois. Il permet de collecter des informations de jour comme de nuit en temps réel. D'un poids de 8 kg et d'envergure de 3 mètres, il est servi par 3 personnels. Donc on trouve un conducteur PVP qui lui permet la défense rapprochée et ensuite un chef d'équipe avec un pilote qui va s'occuper du DRAC. Donc c'est très peu de personnes en fait. Très peu, 3. Pour avoir des renseignements de l'autre côté de la colline. Voilà, exactement. Une portée maximum de 10 km. Bon, on la porte. Mais respect mon général, nous avons ici un nouveau matériel en service dans l'armée de terre, le PVP. Vous venez d'en prendre les commandes, quelles sont vos premières impressions? Une impression très positive. D'abord, PVP, petit véhicule protégé, c'est ce qui nous manquait dans la gamme des moyens que nous avons entre la P4, qui est en service depuis 25 ans, et le véhicule blindé léger, qui lui est un véhicule de combat. La conduite est aisée? Ah oui. Ça se conduit plus facilement qu'une P4 puisqu'il n'y a pas d'embrayage. Donc on libère une partie du cerveau et on peut se concentrer sur le reste. Ce véhicule permet, notamment pour des unités comme un régiment d'artillerie, dans un environnement de combat, c'est-à-dire notamment le commandement, de mettre des équipes de commandement sous blindage à un coût raisonnable. Parce qu'effectivement le coût du PVP est tout à fait inférieur à celui du VBL. Donc on l'attendait, on l'a, et les premières impressions sont tout à fait positives.
Voilà, nous vous présentons le capitaine Archambault, qui est le patron de la 2e batterie du 68e régiment d'artillerie d'Afrique. C'est important, Afrique. Mon capitaine, est-ce qu'il se passe quelque chose d'un petit peu spécial ici? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vos artilleurs font aujourd'hui? Donc aujourd'hui c'est un exercice un peu particulier puisque ce qu'on appelle une école à feu. Là les chefs de pièce vont tirer donc en dégradé total, c'est-à-dire qu'ils ont juste la carte et la boussole. Et c'est eux-mêmes qui vont désigner, enfin on va leur désigner un objectif et c'est à eux de le traiter. Mais c'est très rare qu'un artilleur voie ses points d'impact, donc est-ce que... Tout à fait. Donc normalement entre l'observateur et le chef de pièce, il y a toute une chaîne donc qui va lui permettre de lui donner donc ce que le chef de pièce veut donner, donc les noirs et angles, c'est-à-dire le gisement du tube et sa hausse. Donc cet exercice est un peu particulier parce qu'ils voient l'objectif, on leur désigne et c'est à eux de déterminer la distance de l'objectif et donc en fonction de la distance d'afficher un angle sur leur tube et un gisement. C'est un peu une forme d'entraînement d'opération pour par exemple le théâtre afghan. C'est pour à peu près tout, c'est pour donner aux chefs de pièce l'idée réellement de ce que c'est que l'artillerie, pour qu'eux puissent comprendre ce qui est fait dans toute la chaîne et puis si jamais ils sont isolés, de pouvoir se servir de leur arme même s'ils n'ont pas derrière eux leur lieutenant qui leur donne donc le gisement et la hausse. Brigadier chef, est-ce que vous pourriez nous présenter vos hommes et votre pièce, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc il s'agit d'une pièce mortier de 120. Donc on est en double dotation actuellement, on est en César 155 mm et en mortier de 120 mm. Donc l'adjoint, mon adjoint, le brigadier chef Jacquet, pointeur sur pièce. Le conducteur, brigadier Maulinalo. Le pourvoyeur, chargeur-tireur, première classe de Quetos, et l'artificier, le première classe Rescou. Alors je suppose que, disons, un tir, ça ne s'improvise pas comme ça, malgré qu'on a pu s'apercevoir que ça va très vite. Est-ce que vous pouviez un petit peu nous expliquer le rôle de chacun dans, disons, l'école de tir, parce que je crois que c'est une école de tir. C'est ça. Donc nous on est vraiment la finalité de l'artillerie, on est vraiment le point final. En amont il y a du travail aussi qui est fait et qui redescend à notre niveau. Nous on reçoit les ordres en fourni ou par la voix, on reçoit des éléments de tir que le pointeur va afficher sur son goniomètre. On reçoit aussi une consommation en nombre d'obus, donc par 1, par 2, par 3, suivant l'objectif à traiter, et ainsi qu'une charge. Donc qui définira vraiment la portée de l'obus. D'accord, donc on voit des obus là-bas. Est-ce que l'artificier peut un peu nous présenter le projectile et sa capacité L'artificiel, le pourvoyeur, c'est leur domaine. C'est un obus F1, 120 mm, fusée, PDM 157. Là on est en charge 4. La charge, excusez-moi de votre question. Oui. La charge, je suppose que c'est paquet de poudre qui augmente la portée, c'est ça? Un obus, il livre en charge 10. C'est-à-dire 2 bleus, 5 blanches, 4 rouges. Et après on diminue par rapport à la charge. Si on veut une charge 6, on va enlever 4 rouges, une blanche. Et qu'est-ce que c'est que cette petite chose-là? Un thermomètre. La température des pots est importante. Et cet obus, je suppose que c'est un explosif là? Oui. Et donc combien de temps il faut être prêt pour effectuer un tir? En moins d'une minute on peut tirer. Hein. D'accord. Le premier coup je parle, hein. Si c'est un par deux par exemple, le premier coup en moins d'une minute on est prêt à tirer. Hein. Bon. D'accord. Et monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Donc moi je suis pointeur. Moi le pointeur, voilà, ça c'est à moi, c'est un goniomètre. Donc je reçois les éléments de mon chef de pièce.
Je les affiche et ensuite j'équilibre le gonneau. Je rentre donc ma direction et mon angle de tir. Alors, Et après, à l'aide des volants, je vais peut-être me faire un petit peu l'avocat du diable. On voit l'efficacité. On sait aussi que dans le Golfe, au Tchad, en Afghanistan récemment, la pièce de 120 est quand même mortelle. Néanmoins, ça a l'air quand même un petit peu primitif. On dirait, est-ce que maintenant vous avez des choses plus sophistiquées, oui, rustiques. Est-ce que vous avez, disons, des ordinateurs, des calculatrices, des choses comme ça qui... Parce que ici, on a l'impression d'être en 98. Comme je vous disais tout à l'heure, en amont, tout le travail qui est maintenant réalisé, avec l'arrivée du système Atlas, c'est l'automatisation des tirs et liaisons de l'artillerie sol-sol. En amont, tout ce travail-là est très rapide maintenant grâce à ce système. Le service de la pièce lui-même reste toujours... il faut prendre l'obus, il faut le charger dedans. Donc ça reste toujours du rusticité. Maintenant, si vous passez, par exemple, sur la UF1 ou le César, ça se fait automatiquement. C'est autre chose. Moi, je suis un peu un dinosaure, donc la rusticité ne m'embête pas. Nous sommes en présence du lieutenant Robineau, l'homme qui déclenche la foudre de Jupiter et dont le véhicule est situé bien en avant des pièces. Mon lieutenant, pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre mission, ainsi que les caractéristiques ou la mission de ce véhicule? Donc vous avez derrière nous le véhicule d'observation de l'artillerie, sur lequel se trouve donc l'équipe d'observation composée de 4 personnels, moi-même chef d'équipe, de mon adjoint, d'un pilote et d'un radionavigateur. Vous n'êtes pas le seul à déclencher la foudre de Jupiter? Non. Tout seul, je ne vais pas faire grand-chose. Disons qu'en fait, on est les seuls artilleurs intégrés soit au sein d'une compagnie d'infanterie, soit d'un escadron de cavalerie. Le rôle du chef d'équipe est d'être le conseiller feu du capitaine commandant cet escadron ou cette compagnie. Et le but, c'est de délivrer en fait les feux de l'artillerie en appui de la manœuvre de la compagnie ou de l'escadron. D'accord, donc vous êtes relié aussi au système Atlas, je suppose. C'est ça. C'est en fait la plus-value également qu'on peut apporter au sein de la compagnie appuyée. Donc, si vous voyez des méchants sur la crête, c'est vous qui allez faire tout ce travail. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça brièvement? Brièvement, disons que nous disposons de plusieurs moyens d'acquisition, que ce soit directement optique, par ce qu'on va avoir les différents oculaires qu'on a sur la tourelle, ou par une détection thermique grâce à la Castor. Et comme nous l'avons vu, vous pouvez aussi débarquer. Suivant les circonstances, on peut également débarquer une partie de l'équipe, de manière un peu décentralisée par rapport au véhicule. D'accord. Alors je suppose qu'avec l'introduction du César, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, notamment je crois qu'avant vous étiez dans une batterie qui s'appelait la batterie des observateurs et que vous allez sans doute retourner dans les batteries de tir directement. Disons qu'auparavant les observateurs étaient en batterie des opérations, là la bascule a déjà été faite dans la mesure où nous sommes déjà rattachés à la batterie César. D'accord, écoutez, un grand merci et puis bonne mission.
César, le dernier système d'artillerie Nexter, est aujourd'hui opérationnel. Ce nouveau concept, qui intègre un canon de 155 sur un châssis de camion tout-terrain, garantit mobilité et puissance de feu. La mise en œuvre simple et sécurisée de ce système d'armes lui permet une rapidité d'exécution des tirs redoutable. Son canon de 52 calibre autant, qui tire à plus de 40 km, lui confère une allonge exceptionnelle. La mise en batterie, le tir d'une salve de 6 coups et la sortie de batterie s'effectuent en moins de 6 minutes. En zone de combat, cette rapidité d'exécution procure un avantage considérable au César en rendant inefficace toute riposte ou tir de contre-batterie. En effet, lorsqu'il a délivré le feu, le César s'efface de la position de tir avant même que ses obus atteignent leur cible. Élément concret de la numérisation de l'espace de bataille, il est relié au système Atlas. La position de ces objectifs peut donc être directement transmise depuis un centre de commandement. Dans la mythologie grecque, le géant Atlas portait le monde. Dans l'artillerie française, Atlas a eu aussi une énorme importance. Le commandant va nous l'expliquer. On peut effectivement dire aussi que pour l'artillerie française, Atlas porte l'artillerie en grande partie. Ce système français est voire le système le plus performant au monde actuellement au niveau des systèmes d'artillerie. En fait, il s'agit à la fois d'un système d'information et de communication et d'un système de calcul de tir d'artillerie. Vous avez ici l'exemple d'une station qui aujourd'hui était initialisée en PC de batterie, poste de commandement de batterie, mais qui pourrait aussi bien, dans 10 minutes, être initialisée en PC de section ou en poste de commandement régimentaire. Donc ce système est complètement modulaire. Cette station en fait se compose de deux écrans principaux. Donc un écran à droite qui est ce qu'on appelle l'éditeur tactique, qui est en fait une cartographie numérisée qui permet à l'opérateur de se situer lui-même sur l'espace du champ de bataille. Si je peux vous interrompre, vous connaissez la position de chaque canon et de chaque élément du régiment sur cet écran. Complètement. Non seulement de chaque canon et chaque élément du régiment, mais également si le régiment ou la batterie était inséré dans un groupement ou dans une brigade, de connaître également la position des entités amies, c'est-à-dire les PC de brigade, les PC de compagnie ou de bataillon. Voilà. L'écran de gauche, lui, est plus spécifiquement dédié à l'artillerie. Donc à la partie supérieure ici, vous avez un tableau de bord qui permet à l'opérateur de visualiser ses sections de tir et éventuellement, c'est pas le cas ici, mais les missions de tir qui seraient en cours avec ces sections.
Donc ici, je peux voir d'un coup d'œil, par exemple, que j'ai deux sections de tir, 21 et 22, une section de tir à 4 pièces qui est immédiatement prête au tir, puisqu'elle est en vert, et une section 22 qui est inapte au tir, puisqu'elle apparaît ici en rouge. Ce système est capable de traiter les tirs d'artillerie de façon complètement automatisée. Et donc, en termes de choix des moyens pour le traitement du tir, quand il existe plusieurs sections par exemple disponibles, le système va, à partir de critères qu'on lui aura injectés, la plus proche, la plus éloignée, la plus riche en munitions, la plus pauvre, etc., choisir lui-même la section qui doit être engagée, d'accord, calculer les éléments lanceur par lanceur de la section ou des sections qui seront engagées sur la mission de tir, et suivre après les comptes rendus des pièces qui eux-mêmes sont faits pour la plupart automatiques. Par exemple, pour prendre un cas concret, si un observateur avancé détecte une cible, en combien de temps peut-elle être traitée par le système? Alors, on a des barèmes très stricts qui sont contrôlés par la Commission nationale d'évaluation de l'artillerie. On a un mode sur ce système, je vais vous enclencher ici, qui est le mode automatique. C'est-à-dire que pour gagner des délais, on va laisser le système traiter lui-même l'attribution et le calcul de tir. Et à partir de ce moment-là, entre la demande de tir de l'observateur et l'arrivée des éléments de tir sur pièce, il va s'écouler moins d'1 minute 30. Donc le système pendant ce temps aura déterminé la consommation de munitions, choisi la section ou les sections qui devront effectuer la mission de tir, calculer les éléments de tir pour chacun des lanceurs, envoyer la mission de tir sur les lanceurs. Il faut savoir qu'un système comme le César par exemple, le lanceur calcule également lui-même ses éléments de tir, les renvoie au PC de batterie, tout ça est automatique. Hein. Il y a une comparaison automatique entre les éléments calculés ici et les éléments calculés sur le lanceur. Et au final, le lanceur tirera avec ces éléments calculés. Donc il s'agit d'un système très performant, très puissant, qui est également, et on ne l'a pas dit, interopérable, c'est-à-dire qui est capable de dialoguer avec CIR, avec SICEF, et les systèmes alliés à travers ce qu'on appelle ASCA. Artillery System Cooperation Activities, qui permet donc à ce système de dialoguer avec le système allemand Adler ou le système anglais BATE ou d'autres systèmes, AFATATS par exemple pour les États-Unis. Donc l'artillerie est bien l'arme savante. L'artillerie reste l'arme savante. La problématique pour nous n'est plus le calcul des éléments de tir ou de la topographie, pour lequel on est bien aidé maintenant par tous ces nouveaux systèmes qui équipent aussi bien les lanceurs comme le César que les postes de commandement du niveau d'une batterie. Nous voici devant un des Césars de la 2e batterie du 68e régiment d'artillerie d'Afrique. C'est un des systèmes d'artillerie les plus performants au monde et le maréchal de logis Monolin va nous le présenter. Bonjour, voici donc je suis chef de pièce du César, système donc camion équipé d'un système d'artillerie. Je présente donc le pointeur qui vous voyez les Scylla qui maîtrise donc tout ce qui est pointage, donc avec le BIHM qui se situe derrière, je vous prévoir tout à l'heure. Donc le boîtier interface homme-machine. Ensuite le brigadier Cumin, donc pilote du César. Ensuite le brigadier Tom Singvien, munitionnaire sur le César. Et enfin le première classe Ponga, pourvoyeur, donc qui amène l'obus au César. Donc là, donc le César en lui-même, donc le canon équipé d'un système d'artillerie, les modules, on va ouvrir le casier. Les modules donc, qui ont pour fonction en fait des charges, c'est des charges. Voilà. Donc on charge les modules à l'intérieur de ces cocons. Voilà. Ensuite des barilles d'étoupie. Voilà. Donc un barillet d'étoupie avec 14 étoupies qu'on va situer, qu'on va positionner au niveau de la culasse. Je pense que c'est pour la mise à feu ça. Ah la culasse, voilà, c'est donc un système d'étoupie qui permet donc l'inflammation des modules et donc la propulsion de l'obus. Voilà, le BIHM, si là tu peux le... Qu'est-ce que signifie cette abréviation BIHM, voilà, BIHM c'est le boîtier interface homme-machine. Donc c'est à ce moment-là, à partir de cette machine, on peut pointer, on met en batterie. Le César en batterie. C'est un peu comme le Gogneux sur le mortier quoi. C'est un petit peu comme le Gogneux sur le mortier, voilà, on reçoit directement les tirs sur cette machine.
Donc le PCB envoie les tirs directement sur cette machine. Voilà. Donc on va peut-être mettre le stabilisateur en route avec la machine. Donc, je mets les pompes. Là, donc, mon pilote met les pompes, c'est-à-dire en fait on injecte la pression d'huile à l'intérieur de la machine, du César. Donc on va faire baisser le stabilisateur on va simuler une mise en batterie. Donc une mise en batterie peut durer combien de temps? En moyenne, une mise en batterie dure 30 secondes, on va dire. On va aller voir. Donc là, lorsqu'on est à l'arrêt, on envoie les pompes. Et à ce moment-là, le petit cœur sort et met la pièce en batterie. Donc tout l'intérêt de la pièce, c'est que ça va très très vite. Voilà. Donc la batterie plus rapide. Et un pointage beaucoup plus rapide aussi. Parce que dès qu'à partir du moment où on reçoit le tir sur le calp à l'intérieur, à l'aide donc du logiciel AMLab, et il va directement sur le boîtier de machine, et à ce moment-là, c'est le pupitreur qui fait son travail, met en pointe et met en route la machine. Donc on va passer en pointage manuel et lever le tube. Voilà, là c'est la civière de chargement donc. Simplement mon convoyeur met l'obus sur la civière, on envoie le chargement, l'obus est à l'intérieur, le pointeur insère le module à l'intérieur, ferme sa culasse. À ce moment-là, on peut envoyer un tir. Et on tire en appuyant sur le... Voilà, c'est en levant le bouton. C'est parti. Nous venons d'assister au ravitaillement en munitions d'une pièce César. Mon adjudant, voici l'adjudant Pétris. Bonjour, je suis l'adjudant Pétris de la deuxième batterie. Je suis le chef de section du train convoi numéro 1. Alors pourriez-vous nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre travail? Mon travail, c'est tout d'abord de livrer des obus à la section César. Et tout ce qui est ravitaillement, petit calibre et vivre au niveau des combattants des sections César. Donc vous êtes le train logistique, le TC2? Non, le TC1, le train de combat numéro 1. Donc au niveau de la batterie, c'est moi qui livre les coups aussi bien 155 mm, AILI, le petit calibre, et tout ce qui est vivre. Et je suis le lien avec le TC2, le train de combat numéro 2, au niveau régimentaire, pour réapprovisionnement. Et votre camion? Mon camion, donc, c'est un TRM 10 000 plateau déposable, qui peut transporter 240 coups complets d'obus. Là, nous avons sur le camion de l'OEF2, c'est un obus explosif avec des fusées radioélectriques et avec les charges modulaires, nouvelles charges que tire le César. À ma section, j'ai 4 plateaux déposables. Donc c'est très bien pour tout ce qui est combat, dépose de plateau au niveau camouflage. Et comme la différence qu'il y a entre l'AUF1, tous les coups ils sont faits sur plot à terre. Donc les obus, on les délivre, on les cache pour que ce soit tactique. Pour l'arrivée des Césars, qu'ils emportent rapidement leurs 18 coups, parce qu'un César comporte 18 coups complets. On leur délivre par César 18 coups, le plus rapidement possible. Eh bien, merci mon adjudant. On voit que vous êtes un élément indispensable du 68e régiment d'artillerie d'Afrique. Merci. Le César est désormais projetable sur tous les théâtres d'opération. C'est le 68e régiment d'artillerie d'Afrique qui a validé sa mise en service. Cette campagne de tir se termine. Le 68e régiment d'artillerie d'Afrique a perçu de nouveaux matériels. Nous avons vu également des garçons enthousiastes et prêts. Je crois qu'il y a néanmoins de nombreux défis qui attendent le régiment. Pouvez-vous nous en parler, mon colonel? Le 68
va commémorer en 2009, début 2009, les 25 ans de sa professionnalisation et les 68 ans de son existence. Donc vous imaginez bien que les défis auxquels le régiment doit répondre vont l'être dans un contexte particulièrement favorable, et ce pour plusieurs raisons. C'est d'une part parce que ces défis sont tous, ou quasiment tous, d'ordre opérationnel, et d'autre part parce qu'ils sont liés à l'arrivée de nouveaux matériels, ce qui est toujours très valorisant et très enthousiasmant. Alors bon technologique signifie aussi nouvelle tactique, disons. Donc je crois que le 68 va devoir axer ses efforts là-dessus. Alors, l'artillerie française, jusqu'à aujourd'hui, disposait de matériel qui allait du 120 mm, le mortier, jusqu'au 155 AUF1 chenillé. Il lui manquait le canon intermédiaire, qui est le César, dont le 68 est le premier doté pour l'armée française. Et ce canon plus léger, plus réactif, interopérable, aérotransportable, donne une nouvelle dimension à l'artillerie française d'une part et au 68 en particulier d'autre part. C'est vrai que ça nécessite des adaptations en termes de manœuvre. Mais ces adaptations en termes de manœuvre sont réalisées dans le cadre de l'entraînement que nous sommes en train de suivre, en particulier depuis un mois à Camp-Juers, et qui nous permet de mettre en valeur, de valoriser ce César de manière à l'adapter le plus possible aux conflits d'aujourd'hui qui se durcissent. Merci mon colonel, donc on va terminer avec la devise du régiment. De l'audace toujours.